Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Magali Lecomte, championne du monde en para-apnée. Bonjour Magali. Bonjour. Alors Magali, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta vie sportive ? Ouais, je pense en fait. Des petites choses très anecdotiques, mais quand j'étais enfant, quand j'étais une petite fille, on va dire, j'étais pas une petite fille comme les autres, dans le sens où j'aimais pas faire comme les autres. Et alors que toutes les petites filles adorent les chevaux, eh bien moi, en vrai, ça me gonflait d'aimer les chevaux, donc j'ai aimé les ânes. Et tout le monde me disait, les ânes, c'est bête. Et je disais, non, ils sont adorables, ils sont trop chouettes, ils sont forts. De la même manière, les petites filles aimaient les princesses. Et ben moi, ça m'ennuyait, les princesses, et j'aimais mieux les indiennes. Et j'ai plein d'exemples comme ça aussi, où c'était à l'époque où le mardi soir, on regardait des westerns, et donc on nous présentait les cow-boys comme des super héros gentils et les Indiens des méchants. Et en fait, ben moi, ça me posait déjà, j'avais 6 ans, 7 ans, ça me posait déjà problème. Et moi, j'aimais les Indiens, malgré tout, en fait. Je savais déjà que c'était pas normal ce qu'on nous présentait, en fait, comment ils étaient édités. Bon, ça commençait bien alors. Et alors, raconte-nous ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Alors, je suis née petite fille, on va dire quand même relativement ordinaire, jusqu'à mes 13, 14 ans, où il m'a alors été diagnostiqué une dégénérescence de la rétine. Donc on m'a appris à ce moment-là que je devais me considérer comme malvoyante et que j'aurais pas tout à fait la vie de tout le monde. Et ça a été fort douloureux, fort compliqué, on va dire. C'est un assez gros tabou dans la famille même et autour de moi, dans mon environnement, parce que c'était quelque chose d'assez perçu comme en fait honteux. Et malgré tout, en fait, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait c'est pas possible, ta vie elle s'arrête pas là, continue quoi. Donc j'ai fait des études. Malgré les difficultés, et je suis devenue psychologue. J'étais toujours malvoyante parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai complètement perdu la vue, j'avais 40 ans. Donc je suis devenue psychologue, je vais avoir 25 ans, je suis devenue maman. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi en parallèle, depuis l'adolescence, j'ai pratiqué le karaté. Et donc j'ai fait tout ça un peu en parallèle, entrelacé, et donc j'ai eu 3 enfants. Et quand j'ai fini d'avoir tous mes enfants, j'ai repris le karaté. Et à ce moment-là, j'ai eu mon premier dan, c'est-à-dire la ceinture noire de karaté, puis le deuxième. Et puis en 2018, il y a eu les premiers championnats de France de para-karaté, ça n'existait pas avant. Et donc je me suis inscrite et je suis devenue championne de France de para-karaté. Ah ouais, mais on m'avait pas dit ça quand quand j'ai demandé à t'interviewer. En fait, t'es multi-championne, multisport. C'est ça. Bon, et alors qu'est-ce qui t'a fait aller vers l'apnée ? Après les championnats de France de para-karaté, pour des raisons perso, j'ai arrêté le karaté et je me suis un peu cherchée. Donc j'ai essayé le yoga, j'ai essayé même le tango argentin. C'était chouette, mais je sais pas, c'était au niveau de l'ambiance, ça allait pas quoi. Donc j'étais ouverte en fait à toutes les propositions.
Et puis une de mes associations de déficients visuels m'a proposé d'abord un baptême de plongée et j'y suis allée en piscine. Et puis à ce moment-là, m'a été proposé en octobre 2021 de participer à un séjour de plongée à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Et alors là, ça a été extraordinaire. J'ai envie de te dire le feu d'artifice, quoi. Ça a été un coup de foudre. J'ai adoré à tout niveau, en fait, que ce soit sous l'eau, la plongée, hein, donc la sérénité, le silence, parce que la vie d'un déficient visuel, c'est quand même super bruyant, parce que on a besoin de synthèse vocale, toujours, de repères vocaux. Donc là, c'était le silence. Et puis j'ai eu le droit de toucher les fonds marins. Et alors ça, c'est juste un bonheur, parce qu'en fait, je les touche pas, mais je les caresse, je les découvre. Et c'est la nature, en fait, elle est juste extraordinaire, elle est phénoménale. Je découvre des textures, j'ai l'impression d'artiste, en fait, au fond de l'eau. Et puis, eh bien, au travers de toutes ces découvertes en plongée, l'ambiance aussi en plongée qui est super sympa, conviviale, chaleureuse, on m'a proposé de faire un baptême d'apnée. Et là, c'était en piscine. Et j'ai rencontré un moniteur d'apnée qui a eu tout de suite l'idée, en fait, de me tendre un boot, c'est-à-dire un cordage, sur toute la longueur, en fait, de la piscine, au fond de l'eau, pour me permettre de me déplacer lorsque je pratique l'apnée dynamique. Et en fait, je glisse mes doigts autour de cette corde, en fait, ce qui me permet de traverser la piscine en toute autonomie. Parce que sans ce boot, en fait, moi, je suis capable d'aller n'importe où, je fais des diagonales, parce que on palme pas droit et moi non plus. Donc, j'aurais pas de repères, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Dans l'atmosphère, tu dois quand même avoir des repères liés à la pesanteur, mais sous l'eau, t'as quasiment plus ça. Donc, comment tu fais pour pas partir entre le fond, le haut, la droite, la gauche? Finalement, c'est grâce à cette corde. Oui, en piscine, c'est grâce à cette corde. Et j'ai qu'à la suivre, en fait. Et au bout, je fais un demi-tour et je repars dessus. Et en fait, c'est un sentiment de liberté assez énorme. Pour moi, je m'en rendais pas compte. Mais quand on est déficient visuel, en fait, c'est rare qu'on soit tout seul, en fait. Moi, je suis pas à l'aise dans la rue avec une canne blanche, donc j'ai un chien guide. Et s'il n'est pas mon chien guide, je suis au bras de quelqu'un. Et donc, tu vois, je peux même pas aller me promener, en fait, toute seule en forêt si j'en ai envie, parce que j'aurais strictement aucun repère. Donc, je suis finalement, alors c'est un bonheur d'être avec les autres, parce que je partage plein de choses, mais en même temps, c'est une contrainte et ça doit être tout le temps. Et là, à ce moment-là, en fait, grâce à ce moniteur, je suis seule au milieu de nulle part, en fait. Ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement d'une pratique de découverte, de loisir, à la compétition pour être aujourd'hui la championne du monde en para-apnée? Ah oui, alors en fait, ce qui s'est trouvé, c'est que je ne savais pas, mais j'ai déjà des aptitudes, hein. C'est-à-dire que quand le jour de ce baptême d'apnée, le moniteur qui m'avait installé le boot m'a montré comment faire et m'a dit vas-y, tu palmes tout ce que tu peux sous l'eau. J'ai fait 50 mètres en fait et ça a épaté tout le monde. Donc on m'a proposé de faire des compétitions, on m'a proposé petit à petit de m'entraîner en apnée statique, donc le fait d'être dans l'eau, à plat ventre sous l'eau et de ne pas bouger. Ma première compétition, j'avais fait 4 minutes 42 en fait sans entraînement. Donc puis 4 minutes 56. Et en fait, le fait de voir que j'avais ces aptitudes-là, que j'avais du plaisir à pratiquer, et puis ce challenge aussi. Je pense que je raisonne quand même beaucoup en challenge, en défi. J'aime me dépasser, me prouver et prouver que je peux faire mieux, je peux faire plus. C'est lié à moi, mais aussi à mon handicap. J'allais te demander justement, est-ce que tu as quelques anecdotes sur les grosses galères que tu as dû traverser? Toutes les grosses galères, je pense qu'elles sont liées à ma perte visuelle, en fait. Parce que moins voir
pendant des années, puisque j'ai mis plus de 25 ans à perdre la vue lentement. C'est assez insidieux en fait. Tu perds en permanence. Tu t'adaptes à ce que tu as perdu et finalement tu perds encore. Donc ça a été 25 ans hyper compliqués pour moi. Et elles sont liées à cette perte visuelle, que ce soit dans mon quotidien en fait. Parce que tout ce qu'on fait finalement, quasiment, on le fait avec les yeux. Et quand tu as plus cette possibilité, avant d'apprendre à faire autrement, c'est hyper compliqué en fait. C'est très 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 long. Et je pense que le pire que j'ai vécu, c'est les déplacements dans la rue en fait, parce que la rue c'est un vrai danger. Donc j'ai eu des grosses frayeurs. J'en ai encore des fois quand je comprends pas ce que fait mon chien guide, que la circulation elle est super dense, qu'il y a des travaux et que t'as peur de traverser la route parce que t'entends pas s'il y a de la circulation parce que les travaux masquent tous les bruits autour en fait et c'est ça je pense mes grosses galères mes plus grosses galères au quotidien. Après j'en ai plein au quotidien à la maison etc. Mais bon, j'ai du soutien, j'ai mes enfants, enfin j'ai 2 de mes enfants qui vivent encore avec moi et puis voilà, j'ai des amis. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériel grâce à l'informatique, grâce à mon téléphone portable, j'ai beaucoup de moyens de compenser quand même ce handicap. D'accord. Alors, dans l'eau, il y a pas de travaux, il y a pas de sens de circulation et de voitures qui traversent. De temps en temps, il y a quand même un bateau potentiellement au-dessus de ta tête qui passe, mais dans l'ensemble, il y a quand même un peu moins de trafic que dans une ville. Est-ce que tu peux nous parler des spécificités de ton sport, qui est l'apnée d'une manière générale, parce que parmi nos auditeurs, tout le monde le connaît pas, et la para-apnée plus spécifiquement? Oui. Alors, juste pour préciser, il y a aussi la plongée. Et en plongée, en fait, c'est dans la mer, parce que faire de la plongée en piscine, ça va bien un temps, mais quand tu connais les exercices techniques, tu t'amuses plus en piscine. Ce qui est pas pareil pour l'apnée, par contre. Mais du coup, en plongée, pour mes déplacements, parce qu'il n'y a pas de travaux, mais j'ai pas de canne blanche, j'ai pas de chien guide, et il n'y a pas de trottoir que tu peux suivre ou de mur. Donc j'ai besoin d'un moniteur. Et pour ça, en fait, un moniteur qui s'est formé au Handisub, donc qui s'est formé à plonger avec des personnes en situation de handicap moteur, mental, cognitif et puis donc déficience visuelle. Et donc ce que je fais moi en fait, c'est que je dépose ma main gauche sur la main droite de mon moniteur et en fait on palme ensemble et on avance ensemble et ça fait un sentiment vraiment de communion. C'est pas lui qui m'emmène, même si c'est lui qui dirige par où on va. En fait, j'ai vraiment cette sensation qu'on plonge ensemble par ce contact avec la main. On partage énormément de choses. Donc ça déjà, c'est vraiment du bonheur. Et puis aussi, mon moniteur va m'amener justement sur des fonds marins à découvrir. Et donc, il est capable de me poser devant un rocher et d'amener mes mains sur ce que je peux toucher, découvrir. Et comme ça, que ce soit pour l'instant beaucoup en Méditerranée, mais aussi en mer Rouge, en Égypte, je pars à la découverte de la nature, que ce soit les plantes, les végétaux, ou alors tout ce qui est le monde animal. Alors pas les poissons certes, mais les éponges, les coraux, et c'est une diversité juste extraordinaire quoi. En apnée, Oui. en apnée, en fait, c'est surtout. Alors, j'ai beaucoup de mal moi à plonger, à faire de l'apnée en verticale, à aller au fond de la mer. Au-delà de 10 mètres, j'ai mes oreilles qui commencent à me faire mal et j'ai pas encore bien trouvé le moyen d'y accéder. Mais pour y aller, c'est pareil. Je suis le bout. Alors là, il y a même pas d'aménagement spécial déficient visuel. L'apnée, finalement, c'est une pratique sportive très adaptée aux déficients visuels parce que même les voyants, les valides, il faut qu'ils suivent ce fameux boot, mais qui est en vertical cette fois et qui va
pas forcément au fond de la mer, mais ouais, jusque là où tu dois aller. Et en fait, j'ai qu'à le suivre. Et puis, là, en fait, il est arrivé plusieurs fois que je plonge à Antibes et que le bout à 10 mètres arrivait sur le fond. Et là, je découvrais la Posidonie que j'adore, ces plantes juste magiques pour moi. En piscine, le plaisir, c'est ce déplacement, comme je disais tout à l'heure, plutôt à l'horizontale et qui me permet d'être autonome en fait. Et ça, quand tu perds ton autonomie en perdant la vue, tout ce que tu gagnes, c'est du bonheur en fait. Je crois que je vis d'une manière encore plus extraordinaire que tout le monde, tout ce que je réussis à faire parce que c'est compliqué, c'est à quel prix, mais en fait quand j'y arrive, c'est vraiment une victoire à chaque fois en fait. Alors, c'est quoi pour toi le risque? Alors Au-delà de traverser la rue, évidemment. ouais. C'est ça en fait. Il y en a plusieurs pour moi des risques. Il y a prendre le risque de faire quelque chose où tu pourrais te planter, pas réussir. Et puis il y a prendre le risque de perdre la vie. Pas la vue, mais vraiment là, la vie, comme justement traverser cette roue. Donc je le mesure pas du tout de la même manière. Je vais finalement, quand c'est une question de perdre la vie, je vais être sécurisée au maximum pour pas prendre trop de risques parce que je tiens énormément à la vie. Et quand c'est dans la vie plus on va dire de tous les jours, moi j'y vais. Je vois pas ça comme un risque, hein, je vois ça comme quelque chose de moteur qui va me faire grandir, qui va me permettre de pas rester passive dans l'immobilisme. J'adore toujours avancer et toute nouvelle aventure me permet de me confronter à l'inconnu, donc c'est forcément prendre des risques. Voilà, m'installer en libéral en tant que psychologue, c'est un risque. Mais néanmoins, ça m'a permis de travailler parce que finalement, en tant que psy, trouver du boulot quand t'es aveugle, t'en trouves pas. Mais à mon compte, ouais. Et puis les patients sont là, donc je pense que je fais du bon boulot. M'inscrire au championnat du monde de para-apnée, prendre la décision d'y aller, oser y aller, juste ça a été déjà juste un moment complètement comme assez fou en fait, on va dire pour moi. Ça a été prendre cette décision, ça m'a rempli de joie en fait. J'y étais même pas encore, je savais même pas si ça se ferait. Mais juste là, ce moment où je me dis j'y vais pas. On avait très peu d'infos, on savait pas comment ça allait se passer. En fait, on n'avait rien, pas d'infos. On savait juste qu'il y avait des championnats du monde en Italie, à Mignano. Je savais pas comment j'irais, je savais pas comment ça se passerait, mais j'ai décidé d'y aller et de faire en sorte d'y aller. Et puis, j'ai trouvé finalement à m'entourer puisque mon moniteur d'apnée a été très heureux de décider de venir de m'accompagner et heureusement qu'il était là en vrai. Mais voilà, j'ai décidé et puis j'ai ouvert la porte à tous ceux qui voulaient y aller et puis comme ça j'ai été accompagnée et j'ai bien fait parce que les préparatifs, même si ça a été du stress, hein, on va dire ça a été beaucoup de stress parce que justement il y avait beaucoup d'inconnus. Je pense que c'est ça le risque, c'est prendre des risques, c'est quand on sait pas ce qui va se passer en fait. Et on savait pas comment ça allait se passer, on savait pas là-bas qui y aurait, on ne savait rien. Et finalement, mais ça a été juste intense. J'ai rencontré des gens fabuleux. Les autres Français avec qui s'étaient eux aussi inscrits, en fait, il y a eu une super ambiance, super entente, et en fait, on a tous dépassé nos performances personnelles. Et donc, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de décider, d'oser prendre le risque de décider de m'inscrire un jour, quoi. Quand on parle de para-apnée, est-ce qu'on parle de tout type d'invalidité ou est-ce qu'on parle tous les gens qui sont tes, on va dire, concurrents sont eux aussi avec le même type de handicap? Alors là, au championnat du monde, en fait, moi, on avait chacun des catégories. Donc, il y a les catégories handicap moteur avec plusieurs degrés de handicap, les handicaps sensoriels avec plusieurs degrés aussi, hein, puisque légèrement malvoyant, non-voyant complet. Et puis, il y avait les handicaps plutôt mental, psy, cognitif. Donc, il y a plein de catégories, en fait, pour essayer
de faire en sorte qu'on puisse quand même se comparer, se dépasser par rapport aux capacités en fait de chacun. D'accord. Alors du coup, quels sont selon toi les plus gros risques auxquels tu t'exposes quand tu pratiques l'apnée? Je pense que le risque que je prends, il est à peu près comme tout le monde, je dirais, même les valides. Moi, le plus gros risque que je prends, c'est de faire une syncope, parce que quand à un moment donné tu manques beaucoup trop d'oxygène, ben tu peux syncoper, ce qui m'est arrivé en pleine compétition là en avril 2024. Donc c'était en apnée statique et c'était un jour où c'était très dur, j'étais vraiment pas bien. Mais ce côté que j'ai en fait un peu quand même téméraire, en fait, a fait que mon cerveau a cru qu'il était plus fort que mon corps. Et il a dit, bah, t'es capable de tenir 4 minutes 56, bah, tu peux aller à 5 minutes, en fait. Et comme, bah, je ne savais pas encore que j'ai été limitée, finalement, par mon corps, j'ai été à 4,40 et j'ai fait une syncope. Mais ça te fait valide. OK, donc tu as eu un gros rappel à l'ordre. Ouais. C'est un gros rappel à l'ordre et qui aujourd'hui fait que j'ai un peu moins confiance en moi parce que on la sent pas arriver en fait. On sait qu'on a besoin de respirer, mais si on respirait dès que on a envie, on s'arrêterait à 2 minutes quoi. Alors qu'on est en capacité d'aller là. D'une manière générale, selon toi, quels sont les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et surtout, pourquoi est-ce que tu les as pris? Ah. En fait, j'ai du mal à mesurer parce que tu vois, en vrai, le risque pour moi, il fait partie de ma vie. Donc, et en même temps, je sais pas si je dois considérer ça comme des risques en fait, parce que sans risque, hein, finalement, on peut dire que moi, j'avancerais pas. J'ai un très très gros handicap, il est quand même relativement lourd, et si je prenais pas de risque, ben je resterais assise sur mon canapé à regarder la vie passer. Et pour moi, ça c'est pas possible en fait. J'ai besoin de vivre, d'expérimenter, de rencontrer des gens. Donc, le plus gros risque, peut-être, des fois, c'est aussi de faire confiance, puisque pour pouvoir faire des choses, je dois faire confiance. Je dois faire confiance aux gens, même qui me guident dans la rue ou même dans un bâtiment. Et des fois, bah, tout le monde n'y arrive pas de la même manière. Ça m'arrive de me cogner l'épaule dans l'encadrement de la porte, parce que les gens, ils oublient. Je prends un risque quand je monte avec quelqu'un sur un tandem, en voiture, parce que je sais pas comment les gens y conduisent en fait. Je prends un risque avec mon chien guide parce que je dois lui faire confiance d'une certaine manière aussi. En plongée, bah, je fais confiance à mon moniteur. Voilà, je crois que le risque, hein, c'est un peu un mélange entre bah, je fais confiance, pour faire des choses. Voilà, et je prends le risque. Alors, je sais pas comment le formuler, mais c'est je dois prendre des risques en faisant confiance, en essayant de mesurer à qui je peux faire confiance pour pouvoir tout simplement vivre, quoi. Si tu regardes la totalité de ton parcours, quelle a été selon toi ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, bah, ma plus grosse erreur, en fait, elle est d'un autre ordre. Ça a été de passer des années de ma vie chez un psychanalyste, allongée sur un divan à parler toute seule. Et là, c'est drôle, en fait, tu vois, quand je te dis ça, parce que je réalise que c'est de l'immobilisme, en fait. Et je me suis donné rendez-vous à moi-même une fois par semaine pendant 30 minutes pour m'écouter parler. Alors que si j'étais allée voir un psy formé aux thérapies comportementales et cognitives, ce que j'ai fait moi comme formation il y a peu de temps, eh bien j'aurais avancé beaucoup plus vite en fait, parce que le principe de ces thérapies-là, et qui me correspond complètement, c'est oser expérimenter petit à petit pour pour dépasser ses peurs en fait. Et c'est vraiment nos peurs en fait qui nous empêchent de prendre des risques. Donc pas à pas, on va expérimenter que en prenant ce petit risque-là, finalement on y arrive. Alors oui, certes, on a stressé, on a eu peur,
mais on a réussi, on a vécu quelque chose, et alors quelle fierté, et ça nourrit son estime de soi en fait. Et finalement, quand j'ai découvert ce type de thérapie, ben j'ai compris que ça me correspondait totalement en fait. C'est ce que moi j'essayais difficilement toute seule de faire depuis des années, en faisant des études, en faisant des sports où on ne m'attend pas en fait. Parce que autant il y a des sports qui sont un peu plus indiqués pour les déficients visuels, autant il y en a d'autres ça l'est pas. Un déficient visuel va faire du judo, mais il fera pas du karaté. Un déficient visuel va faire de la natation, mais il va pas faire de la plongée ou de l'apnée. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça en fait. C'est Et moi, voilà, j'ai eu envie d'aller là où je pense là où on m'attendait pas. Là où on n'attend pas tant de valides que ça, en fait, d'ailleurs, parce que il y a très peu finalement de personnes qui fait de la plongée, de l'apnée, comparé à des gens qui vont faire de la natation, du judo ou du foot. Et moi, mon plaisir, finalement, c'est un peu d'être une aventurière, et du coup une double aventurière, parce que je vais là où peu de monde va, mais en plus là où quasiment pas d'aveugles vont, quoi. C'est voilà, j'ai l'impression d'être une pionnière, et en même temps, alors pour moi c'est vraiment un grand plaisir, et en même temps c'est aussi le plaisir d'ouvrir les portes pour les autres déficients visuels, leur dire vous voyez, en fait vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ce que vous croyez, à ce qu'on vous dit que vous pouvez faire, mais vous pouvez faire beaucoup beaucoup plus. Et c'est aussi montrer aux personnes valides, aux voyants en fait que c'est pas parce qu'on est déficient visuel que la vie s'arrête. C'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on voit plus, qu'on peut plus rien faire. T'as évidemment traversé des moments très difficiles. Qu'est-ce qui te fait tenir dans ces moments particuliers? Où est-ce que tu puises ta motivation? Je pense, il est sûrement plusieurs ordres, mais avant tout mes enfants. J'ai 3 enfants, et je pense que en tant que parent, on est un modèle pour ces enfants, et je veux leur montrer que déjà, voilà, la vie est belle, qu'on peut faire beaucoup de choses, et que malgré les difficultés de la vie, il y a toujours des solutions en fait. Et puis il faut dire aussi que quand j'ai été enceinte de mon fils aîné, j'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien. J'étais en cours d'études, j'avais pas obtenu ma place en DESS, ce qui correspond au master aujourd'hui de psycho, et je me demandais bien ce que j'allais devenir, quoi. Et néanmoins, j'avais fait le choix, avec mon ex-mari, on avait fait le choix d'avoir un enfant. Et je me suis dit, j'étais enceinte, et je me suis dit, mais c'est toi qui as fait le choix d'être mère. Il va y avoir un petit bonhomme là qui va arriver, et en fait, tu peux pas te permettre d'être dépressif, de baisser les bras. En fait, lui, il a rien demandé, et il a juste besoin d'avoir une maman forte qui lui montre qu'on peut avancer dans la vie, en fait. Voilà. Et puis il y a eu mes autres enfants, et puis c'est un partage parce que eux aussi aujourd'hui, on a une super alchimie tous les 4, et on avance, on se soutient, et ils sont là aussi quand j'ai des petits coups de mou, parce que il y en a toujours en fait dans la vie, et ils sont là autant pour me soutenir que moi je peux le faire. Je pense que l'autre ressource aussi, c'est ce côté que je veux pas être étiquetée handicapée, et donc dans l'incapacité. Alors certes, il y a beaucoup de choses que je peux pas faire, mais je veux pas que ça vienne des autres en fait, ce regard qui dit oh là là, quand je ferme les yeux, je peux plus rien faire. Si, en fait, on peut encore faire des choses. Alors c'est pas facile de savoir ce qu'on peut faire, et c'est là où il faut oser et aller à l'aventure, aller à la recherche, oser prendre des risques encore une fois. Mais en fait, c'est ça, je veux pas que ce soit les autres qui décident pour moi. Et quelles ont été tes plus grandes satisfactions ou les accomplissements dont tu es la plus fière? C'est tout ce que j'ai réussi à faire malgré les difficultés. Avoir 3 enfants, et que ce soit une belle réussite, parce que ils sont tous heureux d'être là, quoi. Ça a été devenir psychologue,
reprendre il y a 3 ans cette formation en thérapie comportementale et cognitive. Ça n'a pas été simple, hein, parce que en vrai, à chaque fois, rien n'est fait pour les déficients visuels. Tout est visuel, donc c'est compliqué et je lutte et je cherche et j'y passe beaucoup de temps et j'y arrive en fait. J'ai validé cette formation qui était ouverte qu'aux psychologues et qu'aux médecins et du coup pour moi c'est une grande fierté, tu vois. Ça a été réussir à avoir mon 2e dan de karaté, à être championne de France de para-karaté. Ça a été réussir à faire de la plongée alors que tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'une aveugle fait sous l'eau. Obtenir cette année mon pêche 40, donc c'est-à-dire le titre de plongeur en situation de handicap pouvant plonger à 40. Je suis peut-être une des premières à avoir ce titre en tant que non-voyante. Bon, et puis la cerise sur le gâteau, là, hein, quand même, les championnats du monde de para-apnée avec 2 records du monde établis dans ma catégorie, donc en apnée statique et en apnée dynamique bipalme. Donc voilà, comme je pouvais dire, avec l'utilisation de mon boot sur toute la longueur de la piscine en fait. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça, c'est un de mes amis moniteur plongée, donc c'est pas très vieux, hein, ça doit être il y a 3 ans. Il m'a dit « Arrête de me dire merci ». Et en fait, j'ai halluciné, je comprenais pas. Et il m'a fait réaliser que j'étais tout le temps en train de dire merci en fait. Et j'ai compris pourquoi en fait. J'en étais encore il y a 3 ans à me dire oh, merci les moniteurs plongés, vous êtes tellement gentils de vous occuper de nous, les pauvres petits handicapés. Et lui, il m'a dit, mais non, en fait, moi, si je le fais, bien sûr que c'est pour toi, mais quand je le fais, ça m'apporte énormément, en fait, en retour. Alors, déjà, il me disait, enseigner pendant 20 ans à des valides la plongée, finalement, c'est toujours un petit peu la même chose quand même. Et donc, on pourrait s'ennuyer au bout d'un moment. Et là, devoir inventer une manière d'enseigner, une manière de plonger, de faire découvrir la plongée et donc sa passion, déjà, lui, ça lui donnait beaucoup. Et me voir heureuse, épanouie, ça lui apporte tellement, en fait. Et donc, il m'a dit, arrête de me dire merci. Et pour moi, ça a été une grande découverte, en fait. En vrai, avant, je percevais un peu les relations humaines dans on va dire un profil plutôt vertical, hiérarchique. Il y avait les valides au-dessus, les personnes handicapées en dessous, et c'est pour ça que je faisais tellement de choses tout le temps pour réussir à grimper en fait ce truc vertical. Et lui, il m'a montré qu'en fait non, les relations humaines, elles étaient à son sens horizontales en fait. On est tous des humains et on a tous à s'entraider et on s'apporte tous. Il n'y a pas meilleur en fait, et ceux qui donnent juste pour faire une bonne cause en fait, ils sont complètement dans l'erreur pour eux. Puis vis-à-vis de nous en fait, c'est terrible parce que ça nous renvoie toujours à notre situation de personnes handicapées qui sont assez difficiles. Donc ce conseil, il a été pour moi très épanouissant pour que je puisse continuer en fait à m'estimer plus vis-à-vis de la personne que je suis, avec bien sûr mes forces, mais surtout toutes mes faiblesses, toutes mes blessures. Ça me plaît beaucoup que tu dises ça parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accompagner pas mal de personnes handicapées sur le Derby de la Meije, qui est une compétition sportive en montagne dans le parc des Écrins. Et je me souviens que j'avais l'habitude de dire aux athlètes que j'accompagnais, à chaque fois que tu me dis merci, tu me dois 10 €. Et grâce à ça, je serai extrêmement riche à la fin du week-end. Ça se passe en général sur 3 jours. Et heureusement que je leur ai jamais demandé de passer à la caisse parce que sinon j'aurais réellement été très riche. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure, qu'elle soit finalement sportive ou entrepreneuriale ou autre d'ailleurs? En fait, c'est d'oser, c'est de pas s'arrêter à ses
peur, mais c'est ouais, oser prendre la décision. Et prendre la décision, en vrai, ça n'engage pas encore complètement. C'est prendre la décision de se renseigner, de voir comment on peut faire. Et là où c'est compliqué aussi, comment on peut faire encore une fois, et ne pas s'arrêter à non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ouais, c'est oser prendre la décision. Parce que de toute façon, souvent, moi, ce que je dis, c'est pas que le résultat, en fait, qui est bénéfique. C'est vraiment tout le chemin que tu parcours en vue de ton projet, en fait. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment déjà juste prendre la décision de s'inscrire à ces championnats du monde. Eh ben, ça a été le début du plaisir. Et c'est plus, alors c'est pas plus, mais c'est tout autant le chemin pour réussir à atteindre ton objectif que de l'avoir atteint. Et même si, au bout du bout, on n'y arrive pas, on aura vécu plein de choses, on aura appris énormément. En plus, ça ouvre encore d'autres portes. C'est, ok, il y a des fois des échecs, mais c'est pas un échec tout seul, en fait. C'est, t'as forcément appris quelque chose, t'as forcément rencontré quelqu'un. Et en fait, tu pensais que la voie, elle était devant. Et finalement, à 50 mètres, tu peux plus avancer devant. Ah non, en fait, il y a des possibilités à droite, à gauche, en diagonale. C'est comme une toile d'araignée, en fait. C'est la vie, elle est pleine de ressources. Il faut pas s'arrêter, en fait, à je pourrais pas. Parce que quand on dit je pourrais pas, on est que dans sa tête. Et la tête, elle sait pas, en fait, puisqu'elle a pas vécu les choses. Donc la tête, elle a peur. Donc elle dit stop, arrête-toi là, prends pas de risque. Et en fait, quand tu expérimentes, tu pratiques et tu vois que aussi, en fait, je peux faire des choses et j'aurais pas cru. Et c'est là, comme je disais, tu en découvres encore d'autres. Donc c'est une richesse incroyable, quoi. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Je sais que j'ai plus peur, en fait, de perdre quoi que ce soit. Parce que je pense que j'ai perdu quelque chose d'assez, en vrai, phénoménal dans la vie, c'est la vue. Et on pourrait croire, souvent je l'entends, d'ailleurs beaucoup de lapsus là-dessus, perdre la vue, la vie. Mais moi, je sais aujourd'hui que tu perds quelque chose, tu peux trouver autre chose, en fait. Et même si aujourd'hui on devait me dire, pour des raisons médicales, c'est plus possible, plus faire de plongée, tu peux plus faire d'apnée, ce serait pas la fin de mon histoire. Ce serait la fin de l'histoire de la plongée, de l'apnée. Mais en fait, je trouverais d'autres activités qui me feraient tout autant vibrer, quoi. C'est, peut-être j'apprendrais à naviguer, j'apprendrais à piloter un avion, je ferais de la randonnée en montagne. Voilà, il y a toujours quelque chose à faire, en fait. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que t'aurais aimé que je te pose? Je sais pas. Est-ce que tu es heureuse? Alors, Magali, est-ce que tu es heureuse? Je suis vraiment extrêmement heureuse. Je pense que j'ai fait des choix dans la vie. J'ai pas attendu que les choses arrivent, toutes crues. Je suis allée à l'aventure, j'ai fait des choix. C'est moi qui construis, en fait. Et celle que je suis aujourd'hui, avec l'environnement, ma famille, mes amis, mes activités, mon travail, tout ça, c'est moi qui l'ai expérimenté et décidé, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que je suis aux commandes de ma vie. Après, je suis sur une route et je ne sais pas quel obstacle pourrait me faire dévier de ma route. Mais en fait, j'ai fait le choix d'être dans cette vie et d'y aller et de découvrir un petit peu, toujours plus loin ce que j'ai à découvrir avec, je le répète, ma famille et tous mes amis, en fait, mes super amis. Merci beaucoup Magali Lecomte, pionnière, aventurière, championne de France de para-karaté et championne du monde en para-apnée, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Voici les 5 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est une punchline.
handicapé n'est pas une étiquette. Le deuxième point, c'est que il y a prendre le risque d'échouer sur un projet et prendre le risque de perdre la vie. Cette mise en perspective, elle permet d'évaluer le niveau de risque auquel on accepte de s'exposer. Le troisième point, c'est que sans prise de risque, on n'avance pas, on passe à côté de la vie. Il faut donc accepter de faire confiance à la fois à soi-même, aux autres et à la vie d'une manière générale. Le quatrième point, chers amis handicapés, arrêtez de dire merci à tout bout de champ. Vous apportez aux non-handicapés autant, si ce n'est plus, qu'ils ne vous apportent. Et enfin, le dernier point, osez, ne vous arrêtez pas à vos peurs, prenez la décision, autorisez-vous à vivre de l'autre côté de vos peurs. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.